La cataracte, c'est une opacification du cristallin, associée à une baisse de l'acuité visuelle qui est non corrigeable par une correction optique non invasive. Et donc, la chirurgie constitue le traitement exclusif et obligatoire, qui consiste à extraire le cristallin et à le remplacer par un autre système optique adapté. On parle des implants intraoculaires. Bien sûr, l'évolution des techniques opératoires, comme la diminution de la taille de l'incision de la cornée, l'utilisation de la phacoémulsification automatique, ont réduit l'apparition des complications post-opératoires de cette chirurgie. Mais il faut savoir que, comme toutes les interventions chirurgicales, il peut y avoir des complications, notamment pour les personnes âgées ou bien pour les personnes avec des pathologies oculaires associées en antérieur. Ces complications peuvent survenir en péri-opératoire, c'est-à-dire au moment de la réalisation du geste, ou bien en post-opératoire, après la réalisation du geste. Pour les complications en péri-opératoire, on peut noter la rupture capsulaire postérieure, l'hémorragie expulsive, la lésion de l'endothélium cornéen et les brûlures cornéennes. En post-opératoire, il peut y avoir de l'endophtalmie aiguë, le décollement de la rétine, l'œdème maculaire cystoïde, l'amétropie et la cataracte secondaire. Alors, pour les complications en péri-opératoire, il y en a en premier la rupture de la capsule postérieure, ou bien encore appelée la désinsertion zonulaire. La phacoémulsification, c'est-à-dire l'opération actuellement la plus utilisée dans la chirurgie de la cataracte, consiste à faire l'extraction extracapsulaire en faisant l'ablation du noyau et le cortex cristallin avec la conservation de la capsule postérieure. Alors, la rupture de la capsule postérieure, c'est une complication redoutable de la chirurgie du cataracte, en rapport avec soit une ouverture trop large de la capsule antérieure du cristallin, soit c'est dû à une fragilité de cette capsule postérieure elle-même, soit il y en a des autres situations qui peuvent conduire à donner cette rupture postérieure. Alors, la rupture postérieure, déjà cette capsule postérieure, elle est en train de séparer entre le segment antérieur rempli de l'humeur aqueuse et le segment postérieur qui est rempli du corps vitré dans le globe oculaire. Alors, la rupture fait une irruption du vitré dans la chambre antérieure, le passage de l'humeur vitrée dans la chambre antérieure. Cependant, rien n'est perdu. L'équipe de la chirurgie pourra gérer la situation avec calme et professionnalisme afin d'obtenir le meilleur résultat visuel possible. Le principe de la conduite à tenir consiste à enlever la moindre trace du vitré passé dans la plaie et dans la chambre antérieure. Et on parle de la vitrectomie antérieure, l'ablation du liquide vitré dans la chambre antérieure, vitrectomie postérieure. Même cette rupture de la capsule postérieure risque de donner des infections, de l'œdème cystoïde maculaire et même un décollement de la rétine, c'est-à-dire des pathologies du segment postérieur du globe oculaire. Pourquoi? Parce que de 1, le corps vitré, ça constitue 80% du volume total du globe oculaire. Donc ça persiste avec 80% dans la consistance de l'œil. Avec ça, il vient de bien plaquer la rétine sur le plan profond. Et en même temps, c'est un liquide qui est non renouvelable. Donc, ça risque de donner un décollement de la rétine et des autres pathologies du segment postérieur. Et dans cette situation-là, bien sûr, la conduite à tenir consiste à faire l'ablation du corps vitré pathologique. On parle alors de la vitrectomie postérieure. Juste, il faut savoir que quand même, le geste chirurgical consiste à faire l'implantation de l'implant intraoculaire. Et ça se fait en fonction des zones solides qui sont encore présentes, des zones solides restantes. C'est bien sûr, elle est souhaitable de faire l'implantation, mais cette implantation ne doit pas se faire à tout prix. Si elle risque d'aggraver le traumatisme oculaire subi, il n'y en a pas besoin pour faire l'implantation et il y aura recours à l'arrêt du geste chirurgical.
En deuxième, il y en a l'hémorragie expulsive. L'hémorragie, d'ailleurs, constitue la complication la plus grave en péropératoire. Le diagnostic, il est fait par le chirurgien qui va observer une augmentation brutale de la pression intraoculaire avec aplatissement de la chambre antérieure et le déplacement vers l'avant de l'iris, du cristallin et même l'implant si ce dernier a été déjà mis en place. Et bien sûr, cette hémorragie impose d'arrêter la chirurgie de l'extraction du cristallin et de faire suturer l'incision. Pourquoi c'est très important de suturer l'incision? Parce que cette complication, elle est favorisée par les incisions au niveau de la cornée. D'ailleurs, on remarque que cette complication a considérablement diminué de pourcentage avec la miniaturisation des incisions. Et d'autre part, les patients hypertendus sont plus exposés de faire les hémorragies expulsives en péropératoire, d'où la nécessité de surveiller la pression artérielle avant et le moment de la réalisation du geste chirurgical. En troisième, il y en a la lésion de l'endothélium cornéen. Un petit rappel concernant la cornée, histologiquement toujours, elle est constituée de 5 couches. De l'extérieur vers l'intérieur, l'épithélium cornéen, constitué de plusieurs couches superposées qui sont renouvelables. Cette couche, elle repose sur une membrane basale. Après ça, il y en a le stroma, responsable de la transparence de la cornée. Le stroma repose sur une autre membrane basale. Et la dernière couche, c'est l'endothélium cornéen. Une seule couche qui est non renouvelable. Cette couche de l'endothélium vient de protéger la cornée et éviter le passage de l'humeur aqueuse vers les différentes couches de la cornée. Lorsqu'on parle d'une lésion de l'endothélium cornéen, parce que déjà le geste chirurgical consiste à faire une incision, ce qui est traumatique, une incision au niveau de la cornée pour atteindre le cristal. Et donc, sur le plan physiopathologique, l'altération de la couche endothéliale de la cornée suite à l'incision et à l'acte chirurgical risque de faire entrer l'humeur aqueuse à l'intérieur de la cornée, notamment dans les couches qui sont les plus superficielles, formant des microvésicules ou bien des bulles. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on parle de l'œdème cornéen, le gonflement de la cornée, ou bien encore appelé la kératite bulleuse. Donc, c'est la formation des microvésicules ou bien des bulles par l'humeur aqueuse au niveau des couches de la cornée. Cette formation de bulles ou bien des microvésicules vont être responsables de la perte de transparence de la cornée, ce qui va affecter la vision par conséquence. Et donc, il y en a comme symptomatologie une baisse d'acuité visuelle qui est très sévère, avec la sensation des corps étrangers à l'intérieur et une vision qui est vraiment floue avec la présence des halos colorés. C'est dû principalement à la perte de transparence de la cornée par les microvésicules de l'humeur aqueuse. Ces vésicules peuvent se rompre et provoquer alors une douleur qui est aiguë, qui est vraiment sévère, trop sévère, une douleur oculaire sévère. Et en absence de traitement, cette douleur devient chronique et la vision du patient sera grandement affectée. Généralement, le traitement sera basé sur la greffe cornéenne, une transplantation lamellaire postérieure. C'est quoi la transplantation lamellaire postérieure? C'est de faire remplacer la couche de l'endothélium endommagé par une greffe cornéenne et bien sûr qui se réalise chirurgicalement. Et enfin, comme une autre complication possible, il y en a la brûlure cornéenne. Bien sûr, dans la phacoémulsification, on est en train d'utiliser des ultrasons pour faire fractionner et émulsionner le cristallin en plusieurs fragments qui sont capables à être aspirés par la suite. Et vu l'utilisation des ultrasons dans la phacoémulsification, ça risque de brûler même la cornée. On parle alors de brûlure cornéenne, toujours affectant la vision du patient. Pour les complications post-opératoires, il y en a en premier l'infection intraoculaire.
Et on parle alors de l'endophtalmie aiguë. L'endophtalmie aiguë, c'est une complication infectieuse qui est nosocomiale, c'est-à-dire c'est un germe de l'hôpital, qui survient davantage, mais ce n'est pas exclusif, chez les patients qui sont diabétiques ou bien les patients présentant déjà en intérieur une rupture de la capsule postérieure comme complication. Alors, là, pour l'endophtalmie aiguë, il s'agit principalement d'un patient en post-opératoire qui se plaint d'un œil qui est rouge, qui est douloureux, il est infecté quand même, avec une baisse de l'acuité visuelle, une hypertonie oculaire, avec la présence de l'hyalite. Bien sûr, c'est clair. C'est-à-dire une inflammation du corps vitré. C'est-à-dire un tableau d'une infection au niveau de l'œil qui se réalise, ou bien qui se manifeste 2 à 7 jours de post-opératoire. Il s'agit d'une urgence absolue imposant l'hospitalisation du malade de plusieurs jours avec bien sûr un traitement par les antibiotiques qui se fait par des injections intravétérinaires. Un deuxième, comme complication post-opératoire, il peut y avoir le décollement de la rétine. La rétine qui vient de se rattacher du plomb profond. C'est une complication fréquente chez les patients avec de la myopie forte. Ça va augmenter le risque par 6. Et même pour les patients qui présentent un âge d'intervention au moins de 65. Il s'agit d'une urgence chirurgicale. Cette complication peut être traitée que chirurgicalement et 50% des patients opérés auront définitivement une vision inférieure à 5 dixièmes. En troisième, toujours, il peut y avoir comme complication ce qu'on appelle l'œdème maculaire cystoïde, ou bien encore appelé le syndrome d'Irving-Gass. Alors, c'est une affection déjà qui va toucher la rétine, qui est assez fréquente, qui va entraîner une baisse de l'acuité visuelle. Alors, déjà d'après le nom, œdème maculaire cystoïde, l'œdème, c'est une augmentation de volume et en même temps, il est maculaire qui va toucher la macula. C'est la zone centrale de la rétine responsable de l'acuité visuelle la plus fine, la plus parfaite. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'œdème maculaire cystoïde va entraîner une baisse de l'acuité visuelle qui est importante. Les facteurs de risque qui peuvent favoriser l'apparition de cette complication, ce sont généralement les patients qui présentent des antécédents de décollement de la rétine, de l'uvésite, de la rétinopathie diabétique ou bien une rupture péropératoire de la capsule postérieure ou bien les patients qui souffrent d'une membrane hyperrétinienne. La membrane hyperrétinienne, c'est une fine membrane qui est fibreuse située sur la rétine. Elle se contracte, elle se plisse, et en plissant même la rétine sous-jacente et en perturbant la vision. C'est une membrane, en fait, qui survient généralement après l'âge de 50 ans, surtout les patients plus de 75 ans. Ça, c'est en termes de la membrane hyperrétinienne. Donc, c'est ça en général, comme facteur de risque de l'œdème maculaire cystoïde, décollement de la rétine, uvéite, rétinopathie diabétique, rupture capsulaire péropératoire et la membrane hyperrétinienne. Pour éviter cette complication, il y en a des colures anti-inflammatoires utilisées au décours de la chirurgie comme traitement prophylactique afin d'éviter cette complication. Pour la quatrième complication, c'est une complication assez importante à connaître, ce qu'on appelle la cataracte secondaire. La cataracte secondaire, ou bien l'opacification de la capsule postérieure. Alors, c'est une complication qui survient chez 50% des patients, donc c'est énorme, c'est important, dans les 2 ans qui suivent l'acte chirurgical. Il s'agit de quoi exact? Il s'agit d'une prolifération des cellules cristalliennes
qui aboutit à la formation des opacifications qui vont gêner la vision. Ce sont des opacifications surtout centrales. Et donc, lorsqu'on parle d'opacification, c'est le même principe avec la cataracte. Opacification, c'est l'équivalent d'une baisse d'acuité visuelle qui est progressive. Donc, le patient, en post-chirurgical, 2 ans suivant la chirurgie, vient et il se plaint d'une baisse de l'acuité visuelle d'installation progressive. Le traitement se fait en ambulatoire, ça se fait par le laser, en utilisant généralement le laser type YAG, permettant d'ouvrir la capsule qui est déjà opacifiée, et on parle alors de la capsulotomie. C'est l'ablation de cette capsule qui est opacifiée. Enfin, bien sûr, comme une complication qui est quand même rare, mais c'est possible d'avoir cette complication, c'est l'amitropie. L'amitropie, c'est un ensemble des troubles visuels qui sont basés sur un mauvais mécanisme de réfraction de l'œil. Parce qu'à l'état normal, on parle de l'hémitropie. L'hémitropie, c'est ce qui correspond à des yeux qui sont en parfaite santé. Et alors, toute situation provoquant un trouble visuel, et c'est une situation d'un mauvais mécanisme de réfraction de l'œil, ça va donner une situation de l'amitropie. Et dans la chirurgie du cataracte, c'est-à-dire en post-chirurgical, ça arrive des fois par défaut de calcul de la dioptrie de l'implant qui est adapté à chaque patient, qui va être responsable de la restriction du champ visuel du patient, et donc c'est de l'amétropie, bien sûr. Donc, calcul de la dioptrie de l'implant, c'est très important, afin de donner un bon mécanisme de réfraction de l'œil. Et donc, au total, c'est ça. Certes, la chirurgie de la cataracte, elle est vraiment standardisée, c'est simple, c'est tolérable, c'est moins douloureux, mais bien sûr, la survenue de complications compromet parfois la vision finale. C'est à l'ophtalmologiste de définir le bénéfice-risque et ne pas sous-estimer la fréquence de ces complications qui peuvent parfois s'associer à l'image de la rupture capsulaire péropératoire qui se conjugue elle-même à davantage d'œdème maculaire et de l'endophtalmie. Ça, c'est les 3 complications les plus importantes à connaître et à discuter avec le patient. Alors, la cataracte est due à la perte de transparence de cristal, c'est toujours. Mais c'est quoi au juste comme maladie ou bien comme facteur de risque sous-jacent qui peut causer et risque d'entraîner cette cataracte qui voile la vue? Alors, en premier, le facteur de risque le plus fréquent, le facteur de risque principal, c'est l'âge. Et on parle alors de la cataracte sénile qui survient chez les personnes de plus de 65 ans. Parce qu'il faut savoir qu'avec l'âge, la structure microscopique du cristallin change. Et ce qui va entraîner une perte progressive de sa transparence responsable de l'opacification. C'est-à-dire que cette cataracte, elle est due au processus physiologique de vieillissement naturel de l'œil humain. Et donc, il s'agit généralement d'une cataracte qui est nucléocorticale, c'est-à-dire elle touche le noyau et elle touche le cortex en même temps. Elle est sous-capsulaire, postérieure et en même temps, elle est bilatérale. C'est normal parce que le vieillissement, ça va toucher les 2 yeux. Et donc, elle sera une cataracte qui est globalement symétrique dans les 2 yeux. En même temps, il s'agit d'une cataracte qui évolue à bas bruit, d'installation progressive, évoluant rarement vers les formes cliniques compliquées, c'est-à-dire la cataracte intumescente et la cataracte hypermure. Ça, c'était pour la cataracte sénile. Le cas carrément contraire, c'est la cataracte congénitale, c'est-à-dire que l'opacification cristallienne sera présente dès la naissance. Et le plus souvent, c'est une forme qui est avancée, qui est importante, dont les parents participent généralement au diagnostic positif en rapportant la présence d'une leucocorie, c'est-à-dire l'aspect blanc de la pupille,
ou avec une mauvaise fixation de l'œil de l'enfant. On parle du strabisme. Alors, cette cataracte congénitale, ça occupe 10 à 25% des cas des cataractes. Toujours avec l'opacification totale blanche du cristallin, qui sera visible à l'œil nu, la leucocorie, c'est-à-dire, elle va empêcher par conséquence le passage de la lumière à l'intérieur du milieu transparent. Le milieu qui est non transparent dans cette situation. Parce que l'opacification cristalline, ça va constituer un obstacle pour le passage de la lumière. Et alors, elle sera responsable du suivant. En premier, c'est une perte de transparence de milieu à l'intérieur de l'œil et du coup, il n'y aura plus de fonctionnement visuel. Et on parle alors d'une baisse d'acuité visuelle qui est très importante. En même temps, le patient présente un fond d'œil qui est inaccessible, nécessitant l'exploration par l'échographie mode B déjà expliquée. La même chose, la lumière stimule à l'intérieur de l'œil humain le réflexe photomoteur. Puisque l'obstacle, il est là, la lumière n'arrive pas à franchir, donc il y aura une abolition du réflexe photomoteur. Le patient n'arrive pas à faire généralement les myosis. Et là, on va trouver chez notre patient, dans la majorité des cas, la situation de mydriase avec la mauvaise fixation de l'œil. On parle du strabisme. Et bien sûr, la règle en médecine, un organe qui ne fonctionne pas, c'est un organe qui va finir par s'atrophie. Et c'est le cas pour cette cataracte complète. Il n'y aura pas de vision par déprivation visuelle, c'est-à-dire il y en a une absence de la stimulation de l'œil par la lumière, vu qu'il y en a les opacifications qui constituent un obstacle pour le passage de la lumière. Et donc, le principal risque sera l'amblyopie, ou bien on parle de l'œil feignant. C'est un défaut d'acuité visuelle sans aucune anomalie organique décelable, qui sera irréversible malheureusement après l'âge de 6 ans. C'est l'intérêt d'ailleurs de pratiquer la correction chirurgicale dans les 6 semaines pour les formes vraiment qui sont complètes à 100%. L'étiologie des cataractes congénitales, elle est vraiment vaste. L'étiologie infectieuse la plus fréquente dans cette forme congénitale reste la rubéole congénitale. La rubéole congénitale touche dans sa forme complète l'appareil auditif, le cœur et l'œil. Alors, l'appareil auditif, le cœur, avec la présence d'un souffle systolique par persistance du canal artériel et du sténose pulmonaire, et elle va toucher l'œil. Dans l'œil, elle va donner de la cataracte, la rétinopathie et la microphthalmie. Donc, c'est ça, la rubéole infectieuse. C'est l'étiologie la plus fréquente dans la cataracte congénitale. Elle va donner une atteinte de l'appareil auditif, du cœur, avec la présence d'un souffle systolique par persistance du canal artériel et sténose pulmonaire, avec une atteinte oculaire, cataracte, rétinopathie et microphthalmie. Et bien sûr, il y en a plusieurs déjà étiologies possibles dans cette forme congénitale, soit d'une façon familiale ou bien constitutionnelle, la présence des syndromes et tout. Et à titre d'exemple, on peut citer alors la trisomie 21, les différentes galactosémies, syndrome du Marfan, l'hypoglycémie néonatale, la maladie du Fabry, le syndrome myotonique de Strent, le syndrome de Jules-François, le syndrome de Rothmund. Donc, il y en a plusieurs étiologies à investiguer devant la cataracte congénitale. Un traumatisme au niveau de l'œil, sous forme soit d'un choc physique ou bien de radiation, peut donner de la cataracte par un défaut créé au niveau de la capsule, affectant par conséquence les échanges capsulaires avec l'humeur aqueuse, provoquant un déséquilibre physico-chimique. Et donc, ce qui va être responsable physiopathologiquement de l'opacification cristalline, c'est-à-dire de la cataracte. Il y en a plusieurs formes. Selon la situation du traumatisme, ça peut être de la cataracte contusive. C'est dû principalement à un traumatisme qui est généralement unilatéral,
qui donne l'aspect de la cataracte en rosacée, c'est-à-dire l'opacification va former l'aspect d'une rose à peu près. Sinon, ça peut donner en fait d'une plaie au niveau de la capsule. Il y en a plusieurs situations qui peuvent donner les plaies. Par exemple, ça peut être en pause chirurgicale en ophtalmologie. Sinon, ça peut être une cataracte traumatique par la présence des corps étrangers à l'intérieur, comme du fer, comme du cuivre. Même l'exposition chronique aux agents physiques, comme la chaleur, l'électrocution, les radiations ionisantes, la radiothérapie, la fulguration, peuvent participer principalement à la formation de la cataracte traumatique. Sinon, la cataracte peut être secondaire à une affection chronique, avec des pathologies oculaires associées déjà en antérieur, comme de la myopie forte, du glaucome, de l'uvéite, des collements de la rétine, les tumeurs intraoculaires. Il y en a d'ailleurs plusieurs situations, des pathologies oculaires associées qui peuvent modifier le fonctionnement du cristallin, avec même des fois qui peuvent modifier la composition chimique de l'humeur aqueuse, responsable de la rupture de l'équilibre physico-chimique entre les deux, qui va donner par conséquence de l'opacification cristalline. Bien sûr, des maladies déjà métaboliques à l'intérieur du corps humain, dans le sang. Ces maladies métaboliques, pour la majorité, changent la composition métabolique de l'humeur aqueuse, ce qui affecte les échanges capsulaires toujours, responsables de la rupture de l'équilibre physico-chimique. C'est le même d'ailleurs principe physiopathologique, responsable de l'apparition des opacifications et alors de la cataracte. Et puisque c'est métabolique, c'est dans le sang, donc ça donne généralement des cataractes sous-capsulaires postérieures qui sont bilatérales et symétriques. Le premier plan, c'est le diabète comme maladie métabolique. C'est la cause d'ailleurs la plus fréquente des causes métaboliques. Par la formation, toujours c'est métabolique, elle va changer la composition chimique de l'humeur aqueuse par la formation du sorbitol. C'est un sucre-alcool dans l'humeur aqueuse, créant un gradient. Alors ce gradient va être responsable de la rupture de l'équilibre physico-chimique des échanges capsulaires avec l'humeur aqueuse, responsable toujours de l'opacification. Donc le diabète, c'est le premier des causes métaboliques. Sinon, toutes les situations pouvant entraîner cette rupture de l'équilibre physico-chimique d'une façon métabolique peuvent participer à l'apparition du cataracte. C'est l'exemple pour les hypocalcémies, pour les hypoparathyroïdies, toute situation responsable d'un état d'hypercortisisme, la vitaminose C, c'est-à-dire un problème vraiment qui est métabolique, c'est dans le sang, un problème qui est chimique. Et enfin, cette cataracte n'échappe pas à l'utilisation chronique des médicaments. Et on parle alors de la cataracte iatrogène, comme par exemple l'utilisation d'une façon prolongée de la corticothérapie, soit d'une façon locale, soit d'une façon généralisée. Sinon, certaines chirurgies qui consistent à traiter le décollement de la rétine, une grande d'ailleurs majorité des décollements de la rétine actuellement sont opérés par une voie interne avec un tamponnement. On peut utiliser l'huile de silicone, c'est un moyen de tamponnement interne qui peut être maintenu dans la cavité vétrinienne pendant un délai qui c'est relativement long, de quelques mois à plusieurs années dans les cas extrêmes, pour faire bien plaquer, soi-disant, la rétine sur le plan profond, pour traiter d'ailleurs le décollement. Mais cette chirurgie peut causer de la cataracte iatrogène. Sinon, ça peut être les solutions chirurgicales qui consistent à créer un passage permettant l'évacuation de liquide à l'intérieur de l'œil pour diminuer la pression intraoculaire en cas de situation de l'hypertonie. Et on parle alors de la trabéculectomie. Cette situation peut causer de la cataracte iatrogène.
Alors, au total, pour conclure, on parle de la cataracte pour le trouble de vision qui survient lorsque le cristallin perd sa transparence et devient opaque. Et on parle alors de l'opacification cristalline. Ce trouble de vision peut être responsable de la baisse de l'acuité visuelle progressive, des éblouissements, de la photophobie, de la sensation de voile, de brouillard, de la diplopie monoculaire, responsable de l'altération de la qualité de vie, nécessite d'être traité. Son diagnostic positif est purement clinique, nécessitant aucun examen complémentaire, et le traitement est avant tout chirurgical, purement chirurgical, passant par l'extraction extracapsulaire du noyau et du cortex opacifié et de le faire remplacer par un implant intraoculaire dont sa puissance réfractrice sera calculée et adaptée à chaque patient. Comme toute chirurgie, bien sûr, il peut y avoir des complications, notamment pour les personnes âgées ou bien les personnes avec des pathologies oculaires associées déjà en antérieur, surtout en termes de rupture capsulaire postérieure en péropératoire ou bien de l'œdème maculaire cystoïde et l'endophtalmie aiguë en post-opératoire qui nécessite à être discuté avec le patient. Et enfin, cette cataracte peut être due à l'âge, peut être iatrogène, peut être associée à une pathologie ophtalmique ou bien générale, et même également induite par un traumatisme oculaire. La connaissance de la sémiologie et les formes cliniques de la cataracte permet de poser l'indication opératoire aux bonnes pratiques en ophtalmologie.